Les amis, la Russie de Vladimir Poutine a perdu une bataille importante. Et non, cette fois-ci, nous ne parlons pas d'une bataille militaire sur les fronts ukrainiens, mais d'une bataille politique pour le pouvoir et le contrôle de la Moldavie. En octobre 2024, la Moldavie a confirmé son cap pro-européen à travers 2 scrutins décisifs. Un référendum sur l'adhésion à l'Union européenne, remporté de justesse par le camp du oui, et la réélection de la pro-européenne Maia Sandu à la présidence avec 55% des voix. Alors d'accord, je sais que la Moldavie peut sembler être un petit pays pauvre, peu développé et largement hors de propos. Et d'une certaine manière, tu pourrais avoir raison. Sauf que le Kremlin s'est beaucoup impliqué dans la campagne de l'un des candidats favoris. Ça rappelle à bien des égards ce qu'il s'est passé en Roumanie. L'appareil de propagande russe tournait à plein régime. Et n'oublie pas que la Moldavie est un petit pays pauvre, mais c'est aussi un pays qui partage une frontière avec l'Ukraine. Plus précisément, elle partage plus de 1200 km de frontière avec le pays de Zelensky. Et regarde à quel point elle est proche d'Odessa. Une Moldavie dominée par la Russie constituerait une nouvelle menace pour l'avenir de l'Ukraine. Si un cessez-le-feu devait être conclu et que dans le futur la Russie augmentait son déploiement militaire sur le sol moldave, l'Ukraine devrait aussi renforcer toute cette frontière, ce qui pourrait s'avérer plutôt compliqué. En plus, le contrôle de ce pays garantirait aussi l'avenir de la Transnistrie, une république autoproclamée alliée de Moscou. Mais c'est pas tout, la Moldavie est aussi à côté de la Roumanie, le pays où l'OTAN prévoit d'installer le cœur de sa défense aérienne pour l'Europe de l'Est. Et comme si ça ne suffisait pas, la Moldavie est aussi un candidat potentiel à l'adhésion à l'Union européenne. Quelque chose qui, d'ailleurs, ne tenait qu'à un fil. Tout dépendait de la défaite, ou en tout cas de la non-victoire d'un candidat favorable au Kremlin. Heureusement, c'est ce qu'il s'est passé. Il n'a pas gagné. Le pro-russe Alexander Stoyanoglo admet sa défaite face à Sandu à la présidentielle moldave. Maia Sandu, l'actuelle présidente pro-européenne, a de nouveau remporté les élections avec plus de 55% des voix contre le candidat pro-Moscou. Maintenant, dans quelle mesure la Moldavie, et par extension toute l'Europe, ont-elles esquivé une autre balle de Poutine ? Tu vois, la Moldavie est une ancienne république soviétique qui maintient des liens très étroits avec la Russie, que ce soit sur le plan culturel, politique, économique ou même linguistique. Et ce genre de relation, ça ne disparaît pas du jour au lendemain. C'est précisément de ça que Moscou a voulu profiter pour étendre encore davantage ses tentacules de pouvoir et d'influence. Comme je te l'ai dit, maintenir une pression constante sur l'Ukraine, empêcher la Moldavie d'adhérer à l'Union européenne, garantir l'existence et l'avenir de la Transnistrie et positionner son influence à proximité de la Roumanie, futur bastion aérien de l'OTAN en Europe. Note bien ce dernier point. La Roumanie et la Moldavie sont 2 pays à la fois très similaires et très différents. Ils partagent des éléments comme la langue et la religion, mais à bien d'autres égards, ils sont opposés. Par exemple, la Roumanie fait partie de l'OTAN, mais la Moldavie, non. La Roumanie fait partie de l'Union européenne, mais pas la Moldavie. Et qu'est-ce que ça signifie ? La Russie ne veut absolument pas que l'histoire se répète. Au fond, après son échec en Ukraine, la Moldavie est aujourd'hui le dernier pays d'Europe de l'Est où la Russie a encore une chance de s'implanter. C'est pour cette raison que ce pays est la cible de nombreuses pratiques de guerre hybride depuis des années. Ce terme que tu as sûrement entendu souvent peut parfois paraître un peu flou. La guerre hybride englobe plusieurs tactiques. Contrôler les médias pour diffuser de la propagande, intervenir dans le processus électoral d'autres pays, ou encore utiliser les migrants illégaux pour déstabiliser les nations. Un peu comme on t'en parle dans cette vidéo. Alors tout ça, est-ce que ça dit quelque chose ? Dans le cas de la Moldavie, le talon d'Achille, ce sont précisément les élections. Comme on l'a mentionné, en octobre 2024 s'est tenu le second tour des élections présidentielles moldaves. Et le pays a évité de justesse de tomber entre les mains du candidat le plus proche de la Russie. Ce candidat, c'est Alexander Stoyanoglo, du Parti socialiste, un homme ayant des relations très étroites avec la Russie et soutenu par l'ancien président moldave Igor Dodon. Ceci dit, Stoyanoglo n'est pas le plus grand allié de Poutine en Moldavie. Et ce parti politique n'est pas non plus le principal outil de la propagande russe dans ce pays. Tu sais pourquoi ? Parce que le parti directement contrôlé par le Kremlin a été interdit l'année d'avant. Malgré cette interdiction, Ilan Shor, un politicien moldave, a continué d'exercer une influence jusqu'à aujourd'hui. Pendant les élections de 2024, Ilan Shor et ses réseaux auraient tenté d'acheter plus de 130 000 voix grâce à des fonds transférés via une ONG russe. Les réseaux sociaux, Telegram et TikTok, ont eux aussi été inondés de fausses informations accusant Maia Sandu de vouloir entraîner la Moldavie dans une guerre contre la Russie. Heureusement, ces campagnes n'ont pas suffi à renverser la tendance. Or, c'est justement ici qu'on touche au cœur de l'histoire.
Dans cette vidéo, on va explorer comment les services de renseignement et de propagande russes agissent dans l'ombre pour prendre le contrôle d'un pays. Ce qui se passe en Moldavie, c'est pas une exception. C'est le modus operandi typique des services de renseignement russes. On va aussi voir dans quelle mesure ce qui se passe en Moldavie impacte le reste de l'Europe et l'avenir de l'Ukraine. Mais avant de continuer, je t'invite à t'abonner, à liker et à partager. Tu connais la rengaine, si tu as envie de taper la discussion, tu peux aussi écrire un commentaire ou nous envoyer un DM sur Insta. Allez, on démarre. Prête une attention particulière à tout ce qui suit. L'oligarque moldave. Ce qu'on s'apprête à découvrir dans ce chapitre, c'est la stratégie utilisée par les services de renseignement russes pour influencer la politique d'autres pays. Ce qu'on va voir n'est rien de moins que le manuel d'instruction du Kremlin. Fais attention parce que tu pourrais reconnaître bon nombre de ces pratiques. Déjà, lorsqu'un pays cherche à influencer et à s'immiscer dans un autre pays, un personnage clé revient toujours, les marionnettes et les collaborateurs rémunérés. Ce qui est intriguant, c'est que dans le cas de la Russie, ces fantoches sont souvent des personnes multimillionnaires, voire multimilliardaires, puissantes, avec un accès privilégié aux médias et qui sont généralement entourées de structures d'influence déjà bien établies et enracinées dans le pays cible. On a déjà vu ce schéma dans de nombreux cas. En Géorgie, par exemple, il y a l'homme le plus riche du pays, un ancien premier ministre qui contrôle dans l'ombre le parti au pouvoir, le rêve géorgien. On vous parle bien entendu de l'oligarque Bidzina Ivanishvili. En Ukraine, les oligarques au service de Poutine étaient eux aussi très nombreux, à tel point qu'on leur a même consacré une vidéo ici sur Diplo. Dans cette vidéo, on raconte comment l'invasion russe a finalement éloigné ces oligarques du Kremlin. Voici la vidéo en question. Et la Moldavie? Dans son cas, le bras armé de Poutine, c'est le type que tu vois à l'écran, Ilan Shor, un gars qui ne vit pas en Moldavie parce qu'il a dû fuir en 2019 après avoir été reconnu coupable de fraude, de blanchiment d'argent et d'avoir volé plus d'1 milliard de dollars au système bancaire moldave. Bref, une crapule. Et alors, est-ce que tu as une idée d'où il habite? À Moscou. Maintenant, comment est-ce que fonctionne la machine d'Ilan Shor? Et surtout, comment la Russie arrive-t-elle à influencer la politique intérieure moldave avec un homme qui n'est même plus sur place? C'est plutôt simple en fait. Shor contrôle un énorme réseau de collaborateurs moldaves. On parle littéralement d'une armée de partisans et de pions à son service. Et comment est-ce qu'il a réussi tout ça? Plutôt facilement, de la manière la plus classique dans des pays moins développés et gangrénés par la corruption, avec un chéquier. 130 000 voix. C'est le nombre de votes que les autorités moldaves considèrent comme achetés au cours des dernières élections présidentielles. Selon elles, rien qu'en septembre 2024, Shor aurait envoyé 15 millions de dollars en Moldavie pour acheter des votes et financer d'autres activités de déstabilisation. Ce n'est pas la première fois que Shor parvient à acheter des dizaines de milliers de votes. Lors des élections locales de 2023, des achats massifs de votes, estimés à environ 55 millions de voix, avaient déjà été signalés. Mais tu te demandes sûrement comment un homme qui vit en Russie peut financer de tels réseaux en Moldavie. Surprise, il le fait principalement via une organisation russe à but non lucratif, l'ONG Eurasia. Sanctionnée par les États-Unis en septembre dernier, cette ONG sert à transférer des fonds de Russie et d'autres pays vers la Moldavie. Ces fonds sont spécifiquement destinés à l'achat de votes. Par exemple, au printemps de l'année dernière, les autorités moldaves ont arrêté plus de 100 voyageurs russes transportant entre 8 000 et 9 000 euros. Les autorités affirment que cet argent faisait partie du vaste réseau d'achat de votes orchestré par Shor. En plus de tout ça, cette ONG organise aussi des transferts de Moldaves en Russie, où ils sont formés à provoquer des émeutes et des troubles à l'ordre public. Autrement dit, à agir comme des mercenaires si nécessaire. Pour te donner une idée, on sait que des individus reçoivent plus de 5 000 dollars en échange d'actes de vandalisme contre des bâtiments gouvernementaux. Et si tu trouves tout ça déjà délirant, attends parce que ce n'est pas fini. En plus de financer ces actes de vandalisme, est-ce que tu sais qui d'autre reçoit de l'argent? Des Moldaves ordinaires, des gens que ces équipes recrutent directement dans la rue. Pourquoi? Tout simplement pour manifester. Les autorités pensent que les personnes participant à des campagnes contre le gouvernement Sandu touchent environ 29 dollars par manifestation. Et si elles passent la nuit à protester, elles peuvent gagner jusqu'à 100 dollars. Dans un pays où le salaire moyen tourne autour de 670 dollars par mois et le salaire minimum autour de 275 dollars, ces montants ne sont juste pas négligeables. En somme, en Moldavie, mener une guerre hybride coûte pas très cher. Ça veut pas dire que tous ceux qui manifestent contre Maia Sandu sont payés, mais l'ampleur des protestations contre son gouvernement, qui sont relativement fréquentes, semble largement amplifiée par Moscou.
Des milliers de personnes appartenant à un parti favorable à la Russie se joignent aux manifestations anti-gouvernementales dans la capitale moldave. Cette manifestation est la dernière d'une série de manifestations anti-gouvernementales organisées au cours des 18 derniers mois, principalement par le parti Shor favorable à Moscou et qui a été déclaré inconstitutionnel. À propos, Shor a même créé son propre parti qui porte son nom, le Parti Shor. Ce parti était représenté au Parlement moldave jusqu'à ce qu'il soit déclaré inconstitutionnel en juin 2023. Grâce à ce parti, Shor canalise le mécontentement social et politique contre les conséquences de la position pro-ukrainienne de Maia Sandu dans la guerre. Parce que bien sûr, la Russie, elle n'est pas restée les bras croisés. D'abord, elle a fortement augmenté le prix du gaz vendu à la Moldavie. Puis, en octobre 2022, Moscou a carrément coupé l'approvisionnement en gaz. Une situation qui n'a pas perduré, mais ça n'en restait pas moins une véritable catastrophe pour un pays totalement dépendant du gaz russe. Pour te donner une idée de l'impact de cette coupure, sache que c'est l'une des principales raisons pour lesquelles l'inflation en Moldavie a explosé, atteignant un chiffre complètement dément de 35%. Le truc, c'est que depuis le 1er janvier 2025, la Russie a définitivement cessé de livrer du gaz. Cette décision a exacerbé la crise énergétique, notamment en Transnistrie, où les coupures de courant et les pénuries de chauffage se multiplient. Ce contexte, bien sûr, crée un terreau idéal pour l'émergence de toutes sortes de mouvements populistes, surtout lorsque l'argent entre en jeu. Et comme tu peux le voir, tout ça, ça ressemble à un jeu parfaitement synchronisé. Le parti Shor a attaqué la position pro-ukrainienne du gouvernement de Maia Sandu. En réponse, la Russie a coupé l'approvisionnement en gaz et ensuite, une vaste campagne bien financée a été lancée pour dénoncer les conséquences de la guerre. Mais ce n'est pas tout. La Russie et ses marionnettes n'ont pas seulement acheté des voix et organisé des manifestations pour interférer dans les élections. Elles ont aussi utilisé une autre de leurs armes hybrides les plus traditionnelles et redoutables, la désinformation. Là où Moscou jette son dévolu, elle sème aussi la propagande. L'Ukraine, la Géorgie, les pays baltes, aucune nation n'y échappe. Et la Moldavie ne fait certainement pas exception. Grâce aux réseaux sociaux et aux médias, il est possible de façonner les pensées des gens, leur perception de la réalité et, dans une certaine mesure, leur volonté. En Moldavie, les réseaux sociaux ont joué un rôle clé. Sur Telegram et TikTok, les fausses nouvelles sur le président Maia Sandu sont omniprésentes. On l'accuse d'être corrompu, de vouloir dissimuler sa richesse ou encore de vouloir entraîner le pays dans une guerre contre la Russie. Une série d'accusations incessantes et répétées. Et les messages orchestrés par la Russie ne visent pas seulement Sandu. Ils inondent aussi les réseaux avec des affirmations telles que l'Occident a provoqué la guerre en Ukraine ou encore l'Union européenne n'acceptera jamais la Moldavie. Ces mêmes messages sont également martelés sur certaines chaînes de télévision. Et devine avec qui ces chaînes entretiennent des liens étroits. Exactement avec l'oligarque Ilan Shor. D'ailleurs, en 2023, le service de sécurité et de renseignement moldave a dû fermer une vingtaine de sites internet russes. Et fin 2022, Ilan Shor en personne a subi un sérieux revers. La Moldavie suspend 6 chaînes de télévision pour cause de désinformation présumée. Est-ce que tu veux un exemple concret de la façon dont ce genre de campagne peut déformer complètement la réalité ? Regarde, plus de la moitié des Moldaves considèrent encore la Russie comme un partenaire économique crucial pour leur pays. Ils pensent que sans la Russie, l'économie moldave s'effondrerait. Et pourtant, aujourd'hui, moins de 4% des échanges commerciaux moldaves se font avec Moscou. En comparaison, l'Union européenne représente 54% de ces échanges et jusqu'à 87% des investissements étrangers dans le pays. Autrement dit, l'influence économique de la Russie en Moldavie est en réalité presque inexistante, même si l'imaginaire collectif dit tout le contraire. Les campagnes pro-russes ont réussi à représenter Moscou comme une immense source d'argent et de prospérité. Ce qui, comme tu peux le constater, est complètement faux. C'est un peu comme ce qui se passe en Serbie. Là-bas aussi, la Russie suit exactement les mêmes schémas pour influencer l'opinion publique. Mais la désinformation russe ne s'est pas limitée à façonner le vote lors des élections moldaves. Elle a aussi contribué à accroître les tensions ethniques. Et cette fois-ci, on ne parle pas de la Transnistrie, mais de la région autonome de Gagaouzie. Alors d'accord, pour beaucoup d'entre vous, c'est peut-être la première fois que vous entendez parler de la Gagaouzie. Et c'est pas vraiment surprenant parce que quand on parle des tensions en Moldavie, c'est toujours la Transnistrie à laquelle on pense en premier. Une région pratiquement indépendante depuis plus de 30 ans.
En Transnistrie, les militants pro-européens continuent d'être ciblés par des arrestations arbitraires. Même qu'en novembre 2024, des cas d'emprisonnement de militants ont suscité de vives réactions de Chisinau qui dénonce une répression soutenue par Moscou. Surtout qu'en plus, la Transnistrie est très dépendante du gaz russe. Donc, depuis l'arrêt de la fourniture de gaz par la Russie, la région fait face à une crise énergétique très grave. Les autorités locales rapportent des baisses significatives des importations, autour de moins 43%, et jusqu'à moins 60% des exportations, notamment dans les secteurs métallurgiques, machinistes et chimiques. Mais la Transnistrie n'est plus le seul foyer de tension. Plus au sud, il y a la Gagaouzie. Dans le sud de la Moldavie, il y a une région peuplée majoritairement d'habitants d'origine turque, la Gagaouzie. En plus de parler la langue gagaouze, ses habitants parlent aussi le russe. Alors si l'on écarte la Transnistrie, c'est la région la plus pro-russe du pays. Et franchement, c'est pas vraiment surprenant. Est-ce que tu sais combien des 120 000 habitants de Gagaouzie s'informent via des médias russes? Environ 90%. En clair, presque tous les habitants de cette région sont bombardés en continu par la propagande russe, qui s'appuie sur leur plus grande peur, le nettoyage ethnique et linguistique. Pour te donner une idée, la majorité des informations qu'ils reçoivent consistent en des avertissements. Des avertissements disant que le gouvernement moldave envisagerait d'éliminer la langue russe dans tout le pays. Une accusation qui, d'après les informations dont on dispose aujourd'hui, est fausse. A priori. Et voilà, près de 70% de la population gagaouze est russophone. Pas étonnant que cette idée effraie la population locale, surtout quand leurs médias en parlent constamment. Du coup, il n'est pas vraiment surprenant que l'année dernière, l'oligarque Ilan Shor ait obtenu gain de cause. Une candidate pro-russe du parti de l'oligarque fugitif Ilan Shor a remporté le deuxième tour des élections au poste de gouverneur de la région autonome moldave de Gagaouzie. Evgenia Gutsul a remporté les élections en Gagaouzie avec le soutien total de l'appareil de Ilan Shor. Achat de voix, campagne de désinformation, ils ont littéralement tout mis en œuvre. Ils ont inondé TikTok et Telegram de fake news pour accuser Maia Sandu de vouloir entraîner la Moldavie dans une guerre contre la Russie ou de sacrifier les intérêts nationaux pour plaire à l'Occident. Or, depuis l'élection de Gutsul, un nouveau problème a émergé en Gagaouzie pour le gouvernement de Maia Sandu. Gutsul est particulièrement proche de Vladimir Poutine. En 2024, elle a même rencontré officiellement à 2 reprises à Moscou. Et ce n'est pas tout. La gouverneure de Gagaouzie a adopté une position ouvertement pro-russe. Elle rejette toute intégration avec l'Occident, privilégie la coopération avec la Russie plutôt qu'avec l'Union européenne et elle est même allée jusqu'à menacer de sécession. Si la Moldavie avait déjà de gros soucis avec la Transnistrie, la Gagaouzie vient de doubler la mise. Cela dit, il faut remettre les choses en perspective. Les menaces de sécession ne sont probablement que du vent. Pourquoi? Parce que la Gagaouzie est la région la plus pauvre du pays, avec un taux de pauvreté de plus de 40%, et elle est totalement dépendante de la Moldavie et de l'Occident. Alors tu peux penser que je suis à côté de la plaque, mais quand 70% du budget de la région provient de Chisinau et que plus de 42% de ses exportations vont vers l'Union européenne, la dernière chose que tu veux, c'est de devenir indépendant. Du moins si t'as pas envie de voir ton économie s'effondrer. Cependant, même si la sécession est improbable, le simple fait que la Moldavie est maintenant 2 régions proches de Moscou complique énormément la donne. Comme tu peux l'imaginer, ça rend pratiquement impossible une intégration dans l'Union européenne. Et ça, c'est déjà une petite victoire en soi pour Moscou. Et c'est d'autant plus vrai que la crise énergétique moldave a exacerbé les tensions entre Chisinau et la Transnistrie. Le gouvernement moldave accuse la Russie de manipuler cette situation pour déstabiliser le pays, alors que Moscou rejette la faute sur l'Ukraine. Ces développements rendent les élections législatives prévues avant juin 2025 encore plus cruciales, avec un risque accru de voir les partis pro-russes gagner du terrain. Surtout que lors des dernières élections, Moscou avait déjà tout tenté pour prendre le contrôle de l'ensemble du pays. Heureusement, ils ont échoué. Cela dit, il faut rester vigilant. La Russie a peut-être perdu une bataille, mais elle n'a pas perdu la guerre. En Moldavie, la présidence est presque un rôle cérémoniel, symbolique. Alors, où se joue la véritable partie? Aux élections législatives prévues avant juin 2025. Si Maia Sandu et son parti Action et Solidarité ne parviennent pas à conserver la majorité absolue qu'ils ont obtenue en 2021, la Moldavie pourrait à nouveau se retrouver vulnérable face aux manœuvres du Kremlin. Les élections législatives prévues avant juin 2025 seront décisives. Moscou, ayant échoué à influencer la présidence, pourrait intensifier ses campagnes de désinformation et ses pressions économiques pour freiner l'intégration européenne de Chisinau. C'est pourquoi les analystes
tire déjà la sonnette d'alarme. Dans les mois à venir, on continuera de voir Ilan Shor jouer son jeu en Moldavie. Et il est presque certain qu'il redoublera d'efforts soutenus par le Kremlin. Et je sais ce que beaucoup d'entre vous se demandent déjà. Est-ce vraiment logique que Moscou soit si obsédé par la Moldavie? Dans quelle mesure cela représente un problème pour le reste de l'Europe? Eh ben, fais bien attention à ce qui suit. La Moldavie est un pion clé de la Russie sur l'échiquier européen. À première vue, la Moldavie est un pays qui passe souvent inaperçu. Elle n'a ni grandes ressources, ni avantages militaires ou géostratégiques évidents. Ou du moins, c'est ce que l'on pense généralement. Cependant, comme on l'a dit souvent, le diable se cache dans les détails. Cette histoire en est un parfait exemple. Il est vrai que les forces armées moldaves sont insignifiantes. En plus d'être petites, elles sont mal équipées et ne pourraient probablement pas contenir une invasion russe plus de quelques jours. Mais sa situation géographique, elle est cruciale. Du moins, pour le moment. Comme tu peux le voir, la Moldavie représente la dernière frontière que la Russie pourrait conquérir pour étendre son influence aussi loin à l'ouest que possible, se rapprochant ainsi de l'OTAN et en particulier de la Roumanie. Une Roumanie qui d'ailleurs est récemment entrée dans le collimateur du Kremlin à cause de cette actualité. En Roumanie, l'OTAN construit l'une de ses plus grandes bases aériennes d'Europe. La Roumanie s'apprête à accueillir la plus grande base aérienne de l'OTAN en Europe, la base MK. Elle sera même plus grande que celle de Ramstein en Allemagne. On t'en parle dans cette vidéo. Prends un moment pour y réfléchir. Est-ce que tu ne penses pas que la Russie serait très intéressée par l'idée de se rapprocher de cette future macro-base de l'OTAN? Ça semble évident. En étant plus proche, Moscou pourrait mieux surveiller les mouvements de l'OTAN et, si nécessaire, contrer l'influence que l'Alliance pourrait projeter sur la partie occidentale de la mer Noire. Mais, les amis, il faut souligner un point clé ici. Il ne s'agit pas seulement de la situation actuelle. Moscou réfléchit sur le long terme. En outre, contrôler la politique domestique moldave pourrait ralentir considérablement l'intégration du pays à l'Union européenne. Ceci dit, et comme beaucoup d'entre vous le pensent peut-être déjà, la Moldavie représente un autre intérêt stratégique encore plus important pour la Russie, sa frontière avec l'Ukraine. Imagine un instant, si la Moldavie tombait complètement dans la sphère d'influence russe. L'Ukraine serait encerclée sur pratiquement tous les fronts. Au nord-ouest par la Biélorussie, au nord et à l'est par la Russie, et au sud-ouest par la Moldavie. C'est précisément ce scénario qui pourrait finir par soumettre l'Ukraine. Pourquoi? Eh bien parce que comme l'indiquent certains analystes militaires, la Moldavie pourrait offrir à la Russie une position idéale pour avancer dans la guerre actuelle ou dans une future guerre. Et cette avancée viserait un point absolument crucial, le port ukrainien d'Odessa. C'est d'Odessa que l'Ukraine exporte presque toutes ses céréales vers le reste du monde, une de ses principales sources de revenus aujourd'hui. Avec un gouvernement pro-russe en Moldavie, la Russie pourrait intensifier son déploiement de troupes et d'équipements sur place pour se préparer. Et comme je te le disais, Moscou pense à long terme. Or, cette décision pourrait rendre la situation très compliquée pour l'Ukraine. Peu importe ce qu'il arriverait, l'ombre russe continuerait de planer au-dessus du territoire ukrainien. Ainsi, même si la Russie a perdu une bataille cruciale en Moldavie, la bataille pour la présidence, la véritable bataille commence maintenant. Celle du Parlement. Si la Russie réussit en utilisant ses armes de guerre hybrides, ses campagnes de désinformation, les tensions ethniques et tout ce qu'on a vu jusqu'ici, elle pourrait freiner le programme pro-européen de Maia Sandu. C'est là que se trouve la vraie menace aujourd'hui. Et c'est un problème à prendre très au sérieux. De toute façon, on n'aura pas à attendre longtemps pour en voir les résultats. En attendant, voici quelques questions pour toi. Est-ce que tu penses que la Russie parviendra à remporter les élections législatives en Moldavie? Est-ce qu'on va voir une campagne de guerre hybride encore plus agressive dans les mois à venir, encore pire que celle menée contre Maia Sandu? Et si le chemin de la Moldavie vers l'Union européenne venait à être interrompu, quelles en seraient selon toi les répercussions? Laisse-nous ton avis dans les commentaires, on espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, pense bien à t'abonner, à liker et à partager, tu connais la rengaine. Nous, on te dit à très vite pour plus d'actu. Allez, à ciao, bonsoir.